Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue à la plateforme Mes réponses sur la fertilité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous la docteure Laura Garcia de la clinique Tendre et le sujet qu'on va aborder, c'est le sujet du poids et de la fertilité. Et essayer de répondre à la question, l'IMC a-t-il vraiment de l'importance ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais déjà vous parler un tout petit peu très rapidement de la Société européenne de fertilité, donc qui est une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de soutenir et d'aider les patients et de leur donner toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Dans ce cadre-là, la Société européenne de fertilité a créé le programme de certification de soins centré sur le patient. C'est une certification internationale dont l'objectif est de mettre en lumière les cliniques qui vont plus loin que juste le côté médical et qui vont vraiment accompagner leurs patients, communiquer avec eux de manière transparente et claire et les soutenir tout le long de leur protocole avec respect, avec éthique, avec honnêteté. Donc voilà, donc l'objectif de cette certification, c'est d'aider les patients à identifier ces cliniques qui font passer les besoins des patients en premier et qui les accompagnent à chaque étape du traitement. Voilà, donc revenons au sujet d'aujourd'hui qui est le poids et la fertilité. Donc merci encore d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Je vais expliquer très rapidement comment ça va se dérouler. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, donc l'événement est enregistré. Votre anonymat est conservé à tout moment, mais le replay du webinaire sera disponible à partir de demain sur la plateforme Mes réponses sur la fertilité. Et on sait que malheureusement, tout le monde ne peut pas se connecter en direct. Donc c'est important pour nous de les enregistrer, de les répertorier toutes sur le site. Comme ça, vous pourrez avoir accès au replay. Dr Garcia va faire une présentation sur le sujet qui va durer peut-être une vingtaine ou une trentaine de minutes. Je vous invite pendant la présentation à écrire toutes vos questions dans le chat en bas à droite et on prendra le temps qu'il faudra à la fin de la présentation pour répondre à toutes vos questions. Si jamais il y a des questions qui n'ont pas eu le temps d'être posées ou auxquelles vous n'avez pas forcément pensé, eh ben, il n'y a aucun problème. Vous pouvez contacter la clinique par la suite ou nous contacter nous pour poser vos questions et on essaiera d'y répondre au plus vite. Donc voilà, donc ce webinaire est rendu possible grâce à la plateforme ClickMeeting et c'est donc aussi grâce à eux qu'on aura le webinaire disponible à partir de demain en replay. Et je pense... Ah oui, je ne me suis pas présentée moi quand même. Je suis Stéphanie tout le monde. Moi, je suis coach en fertilité. Je fais du soutien émotionnel de patients qui sont en protocole PMA. Et dans le cadre de mes réponses sur la fertilité, je suis surtout là comme modératrice et en support, donc juste pour introduire et puis pour poser les questions à la fin au docteur Garcia. Donc, pendant cette présentation, moi, je vais me mettre en sous-marin, c'est-à-dire que je vais éteindre ma caméra et mon micro. Je vais laisser la place au docteur Garcia qui va faire sa présentation et je reviendrai à la suite de la présentation. Donc, surtout, n'oubliez pas d'écrire toutes vos questions dans le chat en bas à droite et on prendra vraiment le temps de répondre à toutes les questions par la suite. Je vous laisse le micro. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tout le monde. Je suis la doctoresse Laura. Je travaille comme directrice médicale de groupe Tendre. Nous avons la clinique à Madrid et aussi à Alicante. Aujourd'hui, on va parler par rapport à un sujet très important que c'est le poids et la fertilité. L'IMC a-t-il vraiment de l'importance? Les résumés de ma présentation aujourd'hui, c'est bien sûr initialement présenter notre clinique, après voir les effets de l'ovolosité sur la fertilité, des possibles traitements pour améliorer le poids,
et en plus la procréation. Les risques liés à grossesse chez les femmes avec surpoids et les modes de vie et importance de l'index masse corporelle. La clinique Tombray a plus de 47 ans d'expérience. On travaille avec des patients de plus de 100 pays et on a aidé à plus de 25 000 bébés à être nés par rapport à nos traitements. Pour nous, c'est très important d'avoir un diagnostic précis pour que chaque patient mène sa grossesse à terme et individualiser chaque cas. Nous avons des spécialistes pour les cas complexes et pas juste uniquement gynécologue expert en PMA, mais aussi nous avons urologue et nous avons aussi immunologue pour pouvoir aider dans les cas plus compliqués. Pour nous, c'est très important l'excellence en médecine reproductive avancée. Et alors, on a une équipe médicale spécialisée et multidisciplinaire. On a l'utilisation de dernières technologies au niveau laboratoire. Nous sommes pionniers en intelligence artificielle, soit laboratoire pour la révision des embryons, soit pour la sélection du donneur. Et on compte avec notre laboratoire propre de fécondation in vitro et andrologie. Nous avons des vols directs de la plupart de villes de l'Europe vers Madrid et Alicante. Nous venons vous chercher à l'aéroport et vous porter à la clinique si nécessaire. À Madrid, nous sommes donc cités dans les centres de la capitale et à Alicante, nous sommes dans les portes. Et si jamais les licences est un problème, on peut s'organiser avec une consultation par online et organiser tous les traitements à partir de la consultation en ligne. Dès le premier contact, vous serez toujours pris en charge par votre coordinatrice et votre gynécologue spécialiste en médecine reproductive, toujours en votre langue. Conception des traitements personnalisés parce que pour nous, l'objectif, c'est traiter à chaque patient avec les meilleures technologies et les meilleurs protocoles et avoir une équipe internationale et multilingue avec assistance dans votre langue maternelle. Votre objectif d'avoir un bébé est notre défi et notre engagement. La technologie de pointe, c'est quelque chose de très important pour nous parce que dans la PMA, les avantages se trouvent avec la dernière technologie. Alors, nous avons le laboratoire et les blocs opératoires à la pointe de la technologie. Et nous avons l'utilisation des dernières technologies comme, par exemple, le time-lapse GERI, le diagnostic préimplantatoire, les phénomatchs pour sélectionner à notre candidate donneur-donneuse, le Comet Fertility pour sélectionner les meilleurs spermatozoïdes, le RI System pour faire le meilleur traçabilité par rapport à chaque patient, leur gamète, et la solution endométrium pour pouvoir étudier les meilleurs environnements pour les transferts. Maintenant, on va parler plus par rapport à
les types de caractéristiques au niveau poids. Alors, pour nous, c'est considéré une insuffisance pondérale si l'index masse corporelle, c'est moins de 18. Normal entre 18 et 25. En surpoids entre 25 et 29. Obésité à partir de 30 et obésité sévère à partir de 35. Les effets de l'obésité sur la fertilité. Pourquoi le poids est important? Parce qu'il y a une incidence à la fois sur la fertilité et aussi sur les déroulements de la grossesse. Il y a un fait très important, et c'est que déjà en 2019, les 52% des adultes dans l'Union européenne étaient en surpoids. Et ça, bien sûr, l'index masse corporelle aura un impact sur la fertilité. L'index masse corporelle idéal se trouve entre 18 et 25. Et ça, c'est dans les patients où on trouve des chances de conception les plus élevées. En index masse corporelle supérieur à 30, nos difficultés à concevoir et nous donnent aussi de risques en matière de la grossesse, comme par exemple plus de risques de diabète. Quel est les possibles déséquilibres de l'index masse corporelle avec l'impact hormonal? Si nous avons un excès de graisse, on augmente le taux d'estrogène et on peut bloquer l'activité hypophysaire qui est nécessaire pour le cycle menstruel. Il y a un impact sur le cycle menstruel parce qu'en fréquence, il y a plus de risque d'avoir cycle irrégulier et de ovulation altérée. Sur l'endomètre, il y a une difficulté de développement pendant l'implantation et une condition très fréquente sur patients stériles avec difficulté d'avoir un enfant et obésité ou surpoids, c'est les syndromes d'ovaires polykystiques. Les syndromes de l'ovaire polykystique qui touchent souvent les femmes en surpoids altèrent la régularité de nos ovulations et altèrent la qualité de nos ovules, avec moins de probabilité de grossesse et plus de risque de fausse couche. Le syndrome ovaire polykystique, c'est une des principales causes d'infertilité féminine et il provoque troubles hormonaux qui peuvent empêcher l'ovulation ou l'avoir très irrégulier. Alors, si nous avons l'anovulation, il n'y aura pas la libération de l'ovule de chaque mois qui pourra être fécondé. Le syndrome ovaire polykystique modifie le cycle menstruel très fréquemment. Les déséquilibres hormonaux compromettent la qualité des ovules. Il peut y avoir des problèmes métaboliques associés et il peut exister en parallèle la résistance endométriale à l'implantation. Et aussi, il faut faire une approche très spécifique et personnalisée pour des patients qui doivent faire la fécondation in vitro. Aussi, une autre situation importante à tenir en compte pour des patients avec difficulté d'avoir un enfant et obésité, c'est les troubles de la thyroïde qui sont fréquents chez les femmes en surpoids qui sont à la quarantaine. L'hypothyroïde peut provoquer des cycles menstruels irréguliers, une anovulation et bien sûr de difficultés alors à concevoir. Il peut nous donner des troubles
menstruelle, c'est-à-dire de irrégularité. Il peut nous donner des altérations pour les déroulements folliculaires. Et il peut avoir un risque plus fort de fausse couche si la TSH se trouve à plus de 2,5. Et aussi, ça, normalement, existe la fatigue et les surpoids. Comment ça se passe pour l'impact de la fertilité masculine? Comment ça peut s'affecter si nous avons le surpoids ou l'obésité? Ça peut donc venir de la production de sperme, c'est-à-dire que la qualité et la quantité puissent être inférieures chez les patients en surpoids. La qualité de sperme, il peut avoir des altérations de motilité et de morphologie. Il y a donc aussi une probabilité de fécondation plus faible, c'est-à-dire il peut avoir une réduction de taux de réussite de la fécondation et de la qualité des embryons. Et alors, en index masse corporelle bien, entre 18 et 25 chez les hommes, peut améliorer considérablement la fertilité. Quels seront les possibles traitements pour contrôler l'obésité et nous aider dans le PMA? La possible réduction en la réponse hormonale, c'est-à-dire que l'obésité réduit l'efficacité de la stimulation ovarienne, des injections qu'on fait sur les stimulations ovariennes. Aussi, il peut y avoir des procédures complexes, donc de risques et difficultés au niveau ponction et au niveau transfert d'embryon, s'il y a une obésité forte. Et il y a des résultats limités parce que les taux de fécondation plus faibles, moins d'embryons et de mauvaise qualité, avec un taux d'implantation plus difficile chez des femmes avec obésité. Et bien sûr, l'index masse corporelle recommandé pour faire de traitement FIV, c'est inférieur à 30. Quels sont les risques liés à la grossesse chez les femmes en surpoids? Complications chez la mère, risque principalement accru d'hypertension artérielle, prééclampsie et diabète gestationnel. Naissance à risque avec une probabilité plus forte de césarienne et de prématurité. Il y a aussi quelques évidences qui nous rapportent un risque de mortalité dans les grossesses des femmes avec obésité. Il y a aussi le risque de bébé avec plus de malformations et poids élevé à la naissance. Quel est le mode de vie et l'importance de l'index masse corporelle en PMA? Alors, si on doit faire des changements du mode de vie parce qu'on doit perdre entre 5 et 10% de notre poids, il faudra faire attention à une alimentation saine, donc alimentation équilibrée, avec contrôle de calories, réduction de sucre simple et des grasses saturées, augmentation de la consommation de fruits, de légumes, des fibres et des protéines maigres. Faire un exercice physique régulier avec 150 minutes par semaine d'activité modérée qui pourra nous aider dans la régulation hormonale et réduire la résistance à l'insuline. Et faire aussi une approche psychologique pour gérer le stress, l'anxiété et des troubles alimentaires. Donc, faire un soutien comportemental pour soutenir les changements à long terme.
Si jamais la diminution du poids est encore plus forte que le 5-10%, il faudra peut-être considérer des médicaments si le régime et l'exercice ne suffisent pas. Alors, l'orlistat, liraglutide ou sémaglutide, selon l'évaluation de l'endocrinologue, pourra améliorer la sensibilité à l'insuline et peuvent aussi améliorer rapidement la perte de poids et l'ovulation. Correction de troubles hormonaux. Chez des femmes qui ont du syndrome ovaire polykystique, la metformine peut être utilisée pour améliorer l'ovulation. Et donc, chez les hommes, le traitement hormonal n'est envisagé que s'il y a un hypogonadisme documenté. Les traitements de comorbidité, donc contrôler la diabète, l'hypertension, la dyslipidémie et l'apnée du sommeil. Si jamais l'obésité est sévère ou réfractaire encore à traitement médical, il faudra considérer la chirurgie bariatrique si c'est un index masse corporel supérieur à 40 ou plus de 35 avec comorbidité. Il peut rétablir l'ovulation et il peut améliorer la fertilité, mais il est recommandable d'éviter une grossesse pendant 12 mois après pour rétablir le poids et éviter le défait nutritionnel. Une alimentation équilibrée et de l'exercice physique, c'est très important. Et le maintien d'un point de santé améliore le fonctionnement des ovaires et des spermatozoïdes. Le poids idéal avant de la grossesse, c'est entre 18 et 25. Et il faut faire attention à changement de mode de vie, donc une alimentation équilibrée, une activité physique modérée pour augmenter les chances de grossesse. Il faut rappeler, un index masse corporelle sain réduit les risques et améliore le taux de réussite en matière de fertilité. Merci beaucoup de votre attention et bien sûr, je serai disponible pour répondre à vos questions. Merci. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation. C'est un sujet qui est délicat, non? Parce que c'est vrai que ça arrive assez régulièrement que des femmes nous disent ah bah, on m'a dit non pour un traitement ou on m'a demandé de perdre du poids. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile parce que c'est un peu la double peine, quoi. Elles ne sont pas forcément très bien dans leur corps et en plus, on leur dit non, donc c'est très compliqué, c'est très délicat. Du coup, c'est intéressant d'avoir les explications et de comprendre pourquoi et surtout comment on peut quand même concevoir malgré ça. Donc, n'oubliez pas, surtout si vous avez des questions pour le docteur, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Moi, j'avais déjà une première question qui était, on parle beaucoup du surpoids, et d'ailleurs, elle est sortie la question, mais on parle moins des femmes qui sont je ne sais pas si on dit sous-poids, qui ont une IMC inférieure à l'IMC recommandée. Quand on a une femme qui a 18,5, 19 d'IMC, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant d'envisager une FIV? Est-ce qu'il y a aussi un impact sur la fertilité, le fait d'être trop maigre? C'est une très bonne question. Alors, si jamais l'index masse corporelle C18, disons plutôt constitutionnel, c'est-à-dire qu'il y a toujours un bon hygiène de vie, il y a des règles régulières, alors
avec une bonne alimentation, il n'y a pas un impact parce que c'est 18. Si par contre, c'est un index masse corporelle de 18, mais parce qu'il y a un trastorn alimentaire, parce qu'il y a une restriction hypocalorique et ça nous empêche d'avoir de règles régulières, alors oui, il y aura un impact en la fertilité. Donc, ce n'est pas juste l'index masse corporelle, en concret de 18, c'est voir en général l'hygiène de vie, c'est-à-dire quel type d'alimentation, et voir s'il y a un impact sur la régularité de cycle. Ok, d'accord. Parce qu'effectivement, l'impact d'avoir un poids pas suffisamment élevé, ça serait une anovulation, donc en fait une perturbation du cycle. Exactement. Ok, d'accord. Ok. Alors, je vais lire les questions. Il y avait une question par rapport. Ah oui, ce que vous avez mentionné, le SOPK et les problèmes de thyroïdie, essentiellement. Est-ce que ce sont des conséquences du surpoids ou est-ce que le surpoids est une conséquence du SOPK et des problèmes de thyroïdie? Et du coup, si on a un SOPK avéré, est-ce que le fait de perdre du poids va quand même nous aider à améliorer les résultats? Tout à fait, c'est-à-dire les syndromes ovaires polykystiques et la hypothyroïdisme peut avoir des effets secondaires de surpoids ou l'obésité. Donc, ce sont deux possibles causes de surpoids. Et donc, si jamais on essaye à corriger les poids, le syndrome ovaire polykystique pourra améliorer. D'accord. Ok. Ok, donc on peut améliorer du coup la qualité. Si on arrive à perdre du poids, le SOPK est moins important et on arrive à retrouver une meilleure qualité ovocitaire, par exemple. Et c'est essentiellement un impact sur la qualité des ovocytes ou également sur la quantité, non? Sur la réserve ovarienne, ça n'a pas d'impact. Alors, l'ovaire polykystique a un impact sur la quantité et aussi sur la qualité. Donc, ce sont des ovaires qui ne travaillent pas bien, qui produisent beaucoup de follicules chaque mois, c'est-à-dire que les récomptes de follicules en trop par cycle, c'est plus élevé qu'avec une patiente sans syndrome ovaire polykystique, mais que aussi la qualité, la maturité, la probabilité d'avoir des embryons forts, c'est beaucoup plus faible. D'accord. Ok. Ok. Ensuite, quels sont les effets secondaires ou les risques des médicaments amaigrissants? Parce que c'est vrai que très souvent, en fait, quand il y a une obésité, c'est difficile de perdre du poids déjà à l'origine. C'est aussi difficile d'en perdre en vue d'une FIV. Donc, parfois, les médicaments sont un peu obligatoires, pas tout le temps, mais heureusement, mais parfois. Et du coup, est-ce qu'il y a des effets secondaires et est-ce qu'il y a des risques sur la santé? Alors, c'est donc des médicaments qui sont assez bien tolérés. Mais bien sûr, chaque endocrinologue devra voir s'il y a donc un bénéfice supérieur à risque. Les principaux risques sont des effets gastro-intestinaux au niveau douleur, nausée. Aussi évaluer la possible diminution de vitamines et c'est la raison par laquelle on doit toujours prendre de complets suppléments vitaminiques si on fait ce type de traitement. Ok. Et il faudra bien évaluer l'interaction avec des autres médicaments. Par exemple, les patients qui sont en traitement de thyrox, c'est pas donc recommandable. Oui. Et les principaux effets sévères sont de risques sur les foies et de pancréatite aiguë, mais a priori, sur des patients qui n'ont pas donc de maladie, a priori, c'est bien toléré. D'accord. Ok.
Donc, de toute façon, on fait une étude concrète de la personne avant. Tout à fait, tout à fait. Et cette perte de poids, on recommande de la faire combien de temps avant de se lancer dans une FIV, par exemple, avec ses propres ovocytes? Est-ce qu'il y a un temps ensuite ou est-ce que juste avant, est-ce qu'il faut consolider ça pendant quelques mois? Alors, surtout, c'est par rapport à l'implantation, c'est-à-dire que au moment de transférer l'embryon pour le risque à la grossesse, etc. Et bien sûr, si l'obésité est très, très forte et ça peut nous impacter aussi pour l'accès à la ponction, à les ovaires, aussi de risque d'avoir une hyporéponse. Donc, bien sûr, on peut le faire 3-4 mois avant de les stimulations. D'accord. Mais ça suffit, quoi. Ok. Ok. Ensuite, donc IMC inférieur à 18, ça on l'a vu. Est-ce que le don d'ovocytes peut représenter une solution pour les femmes en surpoids? Est-ce que tu peux répéter? Est-ce que le don d'ovocytes peut représenter une solution pour les femmes en surpoids? Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de qualités ovocytaires, en fait. Oui, ça peut donc nous aider par rapport à la qualité. Mais bien sûr, le risque après pendant la grossesse existe. Oui. Et aussi, les taux d'implantation, c'est inférieur. Donc, sur le cadre de don de boule, si on revise les patients, les receveuses par rapport à index masse corporelle, il y aura un taux d'implantation beaucoup plus élevé chez les patients avec un index masse corporelle normal. Et par contre, de patients en obésité, même si l'âge c'est donc plus jeune, la probabilité d'accroche c'est inférieur. D'accord, ok. Ok. Je crois que c'était tout. Ok. Alors, donc, il y a une autre question. Elle est un peu longue, alors je vais la lire. Je prends un neuroleptique, la quétiapine. Ce médicament a fait augmenter ma TSH qui est montée à 3,8. Depuis 10 jours, je prends du lévothyrox. Avant la quétiapine, j'étais sous olanzapine, mais ce traitement faisait augmenter ma prolactine. Sous olanzapine, j'ai effectué un transfert d'embryon PGTA qui s'est soldé par une grossesse biochimique. Pensez-vous que ce problème ait pu être causé par une prolactine élevée? Et avant de refaire un transfert, dois-je m'assurer que le taux de prolactine soit revenu à la normale? Pour la prochaine tentative, j'aurai un traitement par Lovenox. Merci de votre avis. Alors, bien sûr, la TSH, c'est quelque chose qu'on doit très bien contrôler. Parce que si nous avons une TSH plus de 2,5, ça peut être la cause de l'échec. En parallèle, la prolactine, si c'est trop élevé aussi, peut nous empêcher en bonne implantation. Mais à part de ça, on doit rappeler que pas tous les éoploïdes arrivent à implanter. Et donc, on devra toujours évaluer si ça vaut la peine d'étudier l'anomètre avec une biopsie. La cavité de l'utérus avec une échographie 3D, hystéroscopie, IRM pour voir s'il y a adénomyose, soit que ce soit, et tous les possibles tests de coagulation et immunologie qui puissent faire que l'implantation soit plus difficile même lors d'un déploïde. D'accord. Et donc, avant le prochain transfert, il faut effectivement s'assurer que le taux de prolactine soit revenu à la normale. Exactement, les taux de prolactine et les taux de TSH. Le TSH, ouais. Ok. La personne dit qu'elle a fait tous ses tests d'immunologie, etc. Ouais. Bon, si tout est bon, c'est juste maintenant, c'est contrôler la TSH et la prolactine avant de faire le feu vert de transfert. Et voilà, croiser les doigts. Donc, si maintenant elle va faire le Lovenox, je suis donc bien optimiste qu'elle pourra implanter. Le Lovenox, ça a quelle fonction? Le Lovenox, c'est une anticoagulant, c'est l'héparine. D'accord. Il permet aussi, moduler l'implantation. D'accord. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui se fait de manière assez courante, en fait, non? L'héparine ou le Lovenox. Exactement. Le traitement avec Lovenox, on peut le faire traitement
empirique, c'est-à-dire parce qu'on peut considérer que ça puisse bénéficier l'implantation par rapport à des cas, des échecs précédents, ou parce qu'on a fait des examens au niveau coagulation, protéines C, protéines S, syndrome antiphospholipide, facteur 2, facteur 5, et que peut-être on puisse nous rassurer qu'avec héparine, la probabilité de fausse couche soit inférieure. Ok. Ok. Un embryon PGTA qui se solde par une grossesse biochimique, oui, ça existe quand même, quoi. C'est-à-dire tous les embryons PGTA ne vont pas s'implanter et ça peut donner aussi ça réduit beaucoup le risque d'arrêt spontané de grossesse, de fausse couche, mais la grossesse biochimique, c'est encore autre chose. Exactement. Alors, on ne sait jamais si la cause de cette biochimie, c'est par rapport à des altérations au niveau thyroïde, des possibles altérations au niveau coagulation, des possibles altérations au niveau microbiome endométrial ou encore de possibles soucis dans l'embryon. Parce que même sur un embryon PGTA, excellente morphologie, on ne peut jamais dire 100% qu'il y aura aucun problème les jours d'après. Oui. Et puis il peut s'accrocher à moitié et puis quand même se décrocher derrière. Ok, d'accord. Je pense que c'est assez clair comme réponse. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Mais globalement, à retenir aussi, de toute façon, toutes les recommandations que vous avez données de faire de l'exercice, avoir une alimentation saine, ça vaut quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que l'exercice, de toute façon, c'est bon. Non, le plus important, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Pas s'obsessionner juste avec le poids. Mais c'est vrai que si on fait attention à ce qu'on mange, si on fait pas mal d'exercices réguliers, et alors on vérifie que notre index masse corporelle est normal et que ça nous donne aussi des règles régulières, alors ça va. Oui, en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut personnaliser les traitements. Donc, les chiffres d'IMC, ça nous donne des indications. Mais si on a une femme qui est à 29, 30 mais qui a une hygiène de vie, qui a une alimentation correcte, qui fait de l'exercice, etc., ça peut marcher et on va quand même faire le traitement. On ne va pas lui dire non. Tout à fait. Ok, d'accord. Ok, j'attends juste, mais je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et bonne chance à tout le monde, surtout. Et on exclut à personne chez nous. Donc, il n'y a pas un problème pour nous dire, l'index masse corporelle, on va toujours aider. C'est juste voir quelle est la meilleure approximation au niveau traitement du PMA et aussi au niveau traitement du poids pour cette patiente. Oui. Ça, c'est important de le dire. On n'exclut personne du tout. C'est juste pour optimiser les résultats. Il y a des recommandations qui sont faites, mais une personnalisation. Parce qu'en plus, il y a des fois que si on exclut à cette patiente de commencer la PMA, ça peut aussi donner une angoisse plus forte et encore affecter plus le surpoids. Donc, j'essaie à toujours aider, pas juger à personne. Et après, faire le mieux, mais toujours en parallèle avec une nutritionniste, un endocrinologue, le gym, etc. Ok, c'est très clair. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt, très bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde, au revoir.